Bonjour à tous, nous sommes dans les premiers jours d'automne et les bois se parent déjà de 1000 couleurs. Nous vous proposons donc une cueillette champignons. Pour ce genre de sortie, il faut être prudent et nous avons donc un invité, un mycologue d'un jour, Monsieur Jean-Baptiste Coquelard, pharmacien mycologue qui va nous donner de précieux conseils. Bonjour Jean-Baptiste. Alors, vous êtes pharmacien mycologue. Qu'est-ce que la mycologie ? Alors la mycologie, c'est l'étude en fait des champignons, l'étude scientifique, mais bon, nous on s'arrêtera juste à une cueillette et éventuellement une mise en scène dans l'assiette. Bon, bien sûr, il faut être prudent parce que bon, il y a des centaines et des milliers d'espèces dans le Nord-Pas-de-Calais, plus de 6000 espèces référencées. Sur l'étendue Flaquet où nous sommes ici, donc commune de Hors-Pomereuil, on recense à peu près 400 espèces. De la plus petite au plus spectaculaire. Et là, par exemple, là, je viens de trouver la première espèce que l'on trouve ici. C'est un champignon très connu. C'est l'agaric des prés, le rosé des prés, avec une sporée bien rose, donc une couleur des lames bien rose. Un des caractères d'identification des champignons, c'est la couleur des lames. Et il faut toujours prendre un champignon dans son entièreté, c'est-à-dire ne pas avoir une vue que du dessus, mais prendre bien sûr l'entièreté du champignon, voir sa texture, la couleur de ses lames, voir s'il y a des lames, éventuellement des pores, éventuellement des pics. Donc, et l'odeur aussi. Bon bah là, une odeur très caractéristique de champignon, de style de champignon de Paris. C'est un champignon très bon culinairement. Mais bien sûr, il y a des sosies un petit peu détestables. Donc l'agaric jaunissant qui jaunit à la base du pied. Bon là, il n'y a pas de jaunissement, il n'y a pas de souci. Donc là, il donnerait des coliques s'il jaunissait. Donc il faut être prudent. Alors qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel déjà pour faire une bonne cueillette ? Alors déjà, du temps comme aujourd'hui, des bottes. C'est important, ou des bottes ou des chaussures de randonnée. Parce que c'est vrai que c'est très humide. On va s'enfoncer après dans la forêt, il y a des ronces, donc il faut des pantalons longs. Pour les ronces, contre les ronces et aussi contre les tiques. Donc il faut absolument, parce qu'on a des forêts à tiques, et on sait que le tique transmet la maladie de Lyme, donc il faut être prudent et même après une cueillette, vérifier que l'on n'a pas de tiques sur soi parce que ça va très vite à s'agripper. Et des fois ça se met dans des endroits un petit peu compliqués. Donc des chaussettes, des vêtements serrants, éventuellement un répulsif pour donc des bottes, des vêtements bien serrants longs, un panier d'osier, donc éviter de cueillir et de prendre un seau en plastique ou des sachets. Ça va accélérer le pourrissement du champignon. Donc toujours un panier d'osier, une cagette. On a tous des cagettes à la maison. Éventuellement un petit ouvrage, un petit livre d'illustration pour essayer de repérer rapidement l'espèce, le groupe de champignons. Un couteau à champignons, bon ça, il y a des couteaux de toutes sortes, mais bon, le couteau à champignons classique que l'on connaît, c'est une bonne lame coupante et puis une petite brosse pour frotter, éventuellement enlever les impuretés au niveau du champignon. Puis voilà, on est parti. Donc là, on est parti pour quelques... On y va. Allez. Parce qu'il y a plusieurs deux types de textures. Il y a la texture fibreuse. Un champignon a une texture fibreuse, donc il n'est pas cassant. On va avoir du mal à le casser, c'est au niveau du pied notamment. Et puis il y a la texture de craie, texture cassante. Voilà, j'ai un exemple de russule qui a une texture cassante. Vous allez comprendre pourquoi. Il suffit de prendre le pied, ça casse comme une craie. C'est vraiment et ça fait une poudre même si on les met. Donc ça s'émiette très facilement. Donc ça c'est une texture cassante. Et dans les textures cassantes, on a deux types de champignons. Les russules qui n'ont pas de lait et les lactaires qui ont un lait. Bon là il n'y a pas de lait, donc c'est une russule. Bon après il faut l'identifier bien sûr en fonction de la couleur des lames qui va de blanc à ocre jaune. Et de l'odeur aussi, du goût, est-ce qu'elle est âcre ou douce? Donc là c'est une russule très caractéristique du Flaquet. Donc il y en a plusieurs espèces ici. Alors que trouvons-nous justement autour de l'étang du Flaquet le plus souvent en espèces de champignons? Alors on va peut-être avoir de la chance aujourd'hui d'avoir l'amanite rougissante, c'est l'amanite vineuse ou la golmotte qui est très réputée culinairement ici. Beaucoup de cueilleurs viennent exclusivement pour cueillir la golmotte. Alors je ne sais pas si on aura la chance aujourd'hui d'en trouver, mais il y a de fortes chances, hier j'étais déjà venu. Et donc bien sûr c'est des champignons et globalement le champignon cueilli en forêt doit être cuit à point, je veux dire une bonne cuisson. Bien. D'accord, il ne faut pas le manger cru. La mode du carpaccio en mycologie, en mycophagie, on n'y va pas. Donc c'est bien une cuisson à point bien cuit. C'est vraiment le terme consacré pour éviter des intoxications parce qu'il y a très souvent des toxines mais qui sont détruites à la température, à l'élévation de température. Alors ici, voilà, on est face à une golmotte, une amanite rougissante.
Bon, bien sûr, elle n'est pas excessivement développée, donc si on coupe à la base du pied, ça va devenir vineux, bordeaux. Bon, là, elle est un petit peu fatiguée, donc elle est en fin de parcours. Mais donc il n'y a pas de doute, hein, c'est la manite rougissante de la Golmotte, donc qui se consomme bien cuit. Donc très réputé, recherché ici. Sur le secteur du Flaquet, elle est très richement, elle est fréquente, très fréquente. Est-ce que c'est une année à champignons? Alors c'est toujours délicat, on me pose toujours la question, est-ce que par rapport à l'été, comme il a été sec ou pluvieux, est-ce qu'on va avoir... Alors j'ai un peu aléatoire parce que le champignon est très capricieux et donc c'est sûr qu'il y a des zones à champignons, à savoir est-ce qu'il va repousser tous les ans au même endroit, ça c'est pas certain. Il y a beaucoup de facteurs climatiques, il y a le facteur environnemental aussi, l'impact de l'homme, donc c'est un petit peu compliqué. Cette année j'ai bon espoir, on a toujours espoir quand on est mycologue, donc j'ai bon espoir c'est une année à cèpe, il y a des régions, les régions réputées au cèpe de Bordeaux et de ces bolets prestigieux, c'est une année à cèpe. Hein. Donc ici on n'est pas trop richement doté, mais en cèpe, mais on en a quelques-uns, donc ça va sortir, normalement il y a les lactaires, les russules et derrière les bolets. Et la cueillette s'étale sur combien de temps alors? Ouais, elle va s'étaler, cueillette, on va dire, raisonnable de mi-août jusqu'à mi-novembre. Ouais. Il y a des champignons qui vont sortir au moment des gelées, hein, notamment le pied bleu qui est un petit peu en cohérence avec les premières gelées. Hein, il va sortir au moment des premières gelées. Le pied bleu qui est très bon comestible. Pour vous montrer que la mycologie, la cueillette des champignons, c'est plein de surprises. Juste derrière moi, je me suis retourné et j'ai vu quelque chose. Donc, c'est pas du montage. Et vous allez bien voir quoi. Qu'est-ce qu'on trouve. On a trouvé le fameux cèpe de Bordeaux. Ah. Et il est beau. Hein. Il est très beau. Il est là. On parle toujours de cèpe de Bordeaux. Alors le terme Bordeaux, la ville, ça vient de la ville de Bordeaux évidemment. Donc c'est pas un champignon qui ne pousse qu'en Gironde. Hein. C'est un champignon qui est assez bien répandu sur toute la France. Bien sûr, il y a des régions qui sont très réputées pour sa présence. Mais en fait, ça vient historiquement d'un marché aux champignons à Bordeaux où étaient concentrées les plus belles espèces, dont cette espèce-là, qui était culinairement excellent. Et donc, on a parlé de ce cèpe de Bordeaux, parce qu'on le retrouvait en quantité importante sur ce marché. Donc, ce cèpe de Bordeaux, on pourrait l'appeler le cèpe du Pomereuil, hein, le cèpe du Bois-l'Évêque, on va dire. Voilà, donc ça c'est super. Donc, on va le cueillir délicatement. Ce type de cèpe, a une texture très dense, très dure, très, très compacte. Hein. Donc j'y vais parce que là c'est extrêmement dangereux. Je vais essayer de ne pas le couper. On va tout doucement pour vous montrer que c'est. Et voilà, ça c'est magnifique. Alors il y a 2 critères au niveau du cèpe de Bordeaux. Alors, il est magnifique, là j'ai envie de pleurer. Là. Alors. Plusieurs critères pour distinguer un cèpe de Bordeaux ou un bolet. Hein, tous les cèpes sont des bolets, tous les bolets ne sont pas des cèpes. Ça, vous réfléchir après. Alors, il y a un maillage, hein, une petite trame sur le pied. Hein, si on peut voir une sorte de petit liseré blanc là sur le pied. Un pied qui est assez charnu, assez compact, mais assez costaud. Et si on remarque au niveau du bord du chapeau, un liseré blanc qui va évoluer, mais un liseré blanc un petit peu discret, mais on l'aperçoit, le liseré blanc sur le bord du chapeau, et on observe à l'intérieur de ce chapeau, hein, non pas des lames, comme sur la manite rougissante, mais des tubes. On va dire une mousse, là c'est vraiment des petits tubes, donc là on observe une mousse, donc là c'est excellent, excellent comestible, très réputé, et on appelle ça également un bouchon de champagne, parce que on peut imaginer que ça fait, donc là c'est vraiment le Graal, c'est la récompense de la cueillette. Très bon dans l'assiette, avec ça on fait quelques assiettes. Hein. Mais j'ai dit tout à l'heure, bien cuit. Exceptionnellement, celui-ci, on pourrait le consommer cru. C'est une exception, mais dans le doute, on le consomme bien cuit. Alors, est-ce que l'odeur qu'il dégage, superbe odeur de champignons, est-ce que c'est un gage de qualité ? Alors, pour tous les cèpes, c'est vrai, la fraîcheur, et il faut le cueillir assez tôt. Je veux dire, il ne faut pas attendre qu'il soit trop gros. Hein, c'est pas la taille qui compte, parce qu'en fait, au final, plus c'est gros, plus c'est véreux. Tandis que là, il est tout jeune. Il n'est pas marqué de. Donc, on peut regarder, on va le couper un petit peu au niveau du pied. Et on va voir la qualité. Donc, il y a juste une petite visite ici d'un petit verre, mais il ne va pas remonter, il ne va pas coloniser tout le pied. Donc, c'est pour ça, pour le consommer en toute sécurité, ils vont bien le cuire, hein, parce qu'on cuit le verre aussi, le petit asticot.
c'est un peu plus de protéines et puis voilà, on est Un peu de viande, ça fait pas de mal. Ouais, des bonnes protéines, vous voyez, on a un repas complet comme ça. Et est-ce que c'est celui-là qui, mangé cru, donne un goût de noisette? Exactement. Il a un goût très particulier, très remarquable de noisette, de noisette. Donc cette petite graine qu'on connaît tous. Et donc en goûtant, on pourrait faire une dégustation, mais en goûtant donc un petit goût de noisette qui est très remarquable et recherché par tous les gastronomes. Ah bah ça c'est super. Toi, tu vois. Ça c'est. Là t'as ça, t'es comme si quelqu'un qui trouve une truffe. Hein, tu vois. De là, on n'a pas besoin de creuser, on n'a pas besoin de chiens, de cochons. On a notre cèpe de Bordeaux, le cèpe du Bois-l'Évêque, c'est magnifique. Comme quoi, j'ai dit ici, là. Alors justement, quand on accueillit comme ça un champignon aussi beau et qu'on en trouve d'autres, est-ce qu'il faut les mettre dans le même panier? Alors, il faut bien distinguer, voilà, une cueillette raisonnée, c'est aussi partitionner, c'est-à-dire on va partitionner les champignons douteux, donc on ne connaît pas vraiment véritablement l'espèce, les toxiques, et des champignons d'une future consommation. Hein. Donc on ne mélange pas tout d'emblée, on va bien les séparer dans le panier. Donc on est sûr, celui-là, par exemple, je vais le protéger. Des doutes de la russule de tout à l'heure qui n'est pas comestible, je vais bien les séparer dans le panier. Hein, ça, d'accord. Jean-Baptiste, est-ce que les champignons poussent durant la nuit? Ah oui, alors c'est un critère assez impressionnant et c'est vrai que par exemple ce cèpe de Bordeaux n'était pas là hier. Hein, on l'a trouvé ce matin, il a eu une croissance très rapide, des champignons en quelques heures vont être à maturité. Donc effectivement, les cueillettes, si on veut optimiser ses chances de rencontrer des bons comestibles, ben, il faudra y aller tous les jours. Hein. De bonne heure. Bon là on a la chance aujourd'hui de ne pas avoir de pluie, d'avoir le soleil qui commence à percer. Hein, donc c'est du bonheur pour le champignon, pour sa croissance. Hein. Et est-ce que la pleine lune joue? Alors, est-ce que la lune influence? Alors certains vous diront que les nouvelles lunes, c'est propice à des fortes sorties de champignons. Il y en a qui vont aller c'est le matin à l'aube, hein, les cueillir. Alors bon, ça certainement il y a une influence au niveau des astres. Bon, je ne suis pas spécialiste de ça, mais c'est vrai que certains des anciens vous diront que la lune influence. Alors pour les particuliers qui trouvent des champignons au pied de leur pin d'Autriche, par exemple, dans leur jardin, quel conseil donnes-tu? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'il est toxique ou pas? Parce que s'il y a des enfants, s'il y a des animaux de compagnie qui grignotent ou qui jouent avec, parce que bon, c'est toujours le danger, c'est de rencontrer une espèce nuisible, un toxique, dans son jardin. Parce que là, on est en forêt, donc c'est vrai que c'est un espace sauvage. Mais dans les jardins, les propriétés privées, on peut avoir des champignons. Donc il faut, dans le doute, le faire identifier donc, par un pharmacien mycologue ou un spécialiste donc, d'une association dont je fais partie. D'accord. On a des forums sur les réseaux sociaux où on se retrouve tous et on échange nos photos, nos cueillettes. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, des gens arrivent avec 2-3 kilos de cèpes. Pour moi, ce n'est pas ma volonté parce que je cueille tout. Je cueille tout. Du toxique ou du sans intérêt au meilleur des comestibles. Pour moi, c'est le meilleur. Je répète, celui-là, c'est mon petit chouchou. Il n'en faut pas plus. Moi, j'ai mon pied, c'est suffisant pour faire une bonne petite assiette. Et c'est vrai que c'est un petit peu la récompense des efforts qu'on peut se donner. Même si une cueillette, ça reste du bonheur, ça reste de l'oxygénation, ça reste un état comme ça, une forêt comme celle du Bois-l'Évêque. C'est vrai que c'est très paisible avec ce petit point d'eau qui est vraiment un point de repère pour les pêcheurs, pour les promeneurs. Donc c'est vrai que c'est un endroit sympathique. Et les champignons toxiques, c'est pour les analyser que tu les gardes? Alors, justement, ou aussi pour sensibiliser les gens, c'est un champignon qui paraît sympathique, mais qui peut donner des problèmes intestinaux, qui peut donner des problèmes même plus dangereux au niveau hépatique. Hein. On a la manite phalloïde que j'ai cueillie il y a quelques semaines en forêt de Marchienne. Bon là on tombe dessus, on le met dans son panier, on met avec des agarics, avec des rosés des prés, ça passe dans la poêle et puis on observe un décès. Là il y a plusieurs décès tous les ans à cause de consommation de manite phalloïde tous les ans. Et est-ce que tu as un site où les gens pourraient aller consulter pour voir un petit peu tes recherches? Alors moi je fais partie donc de la Société mycologique du Nord de la France, donc SMNF, 4 lettres, SMNF. Vous allez sur internet, vous tapez dans les moteurs de recherche smnf.fr et vous avez dessus l'ensemble des espèces recueillies dans le Nord-Pas-de-Calais, même Picardie, on a des mycologues de Picardie, et c'est un échange, vraiment une communauté, et on a les dates aussi des sorties, dont le 24-25 octobre est une date très importante pour nous, parce que c'est la réunion régionale donc à Leucateau-Cambrésis, donc au Théâtre René-Le-Dieu,
une rencontre régionale d'importance parce que là on se retrouve tous, tous les mycologues du nord de la France se retrouvent tous donc à Locato pour échanger et faire des cueillettes, notamment le 25 au matin, une cueillette ici au Bois-l'Évêque. Donc il y a une inscription? Alors c'est entrée libre, c'est ouvert à tous, petits et grands, familles, donc ça sera vraiment très intéressant. Donc une exposition donc, de 2 jours au Théâtre René-le-Dieu et une cueillette le dimanche matin, 9h30 ici au Flaquet. Voilà encore une petite russule. Alors on voit cette magnifique russule donc avec un petit liseré qui fait un critère d'identification. C'est un petit liseré rose donc sur le chapeau, le pied, pardon, sur le pied. Donc qui dit russule, on avait dit tout à l'heure, texture grenue cassante, qui casse un petit peu comme de la craie. Donc là en ce moment c'est la journée des russules. On en voit tout plein, ça c'est en train de sortir. Et puis des odeurs très particulières. Donc qui peuvent aller de la colle Cléopâtre à une odeur de paraffine aussi, une odeur de cuir de Russie, une odeur de crustacés, une odeur de... Donc on a tout un catalogue d'odeurs pour identifier les champignons, une odeur d'anis. Donc là ici, une odeur intéressante qui fera partie de l'identification donc, du champignon. L'odeur, la saveur, la couleur des lames, la texture et l'insertion aussi des lames. On sait qu'il y a des lames libres, des lames décurantes, donc des lames adnées. Donc c'est tout un vocabulaire à apprivoiser, mais qui au final n'est pas très compliqué. Je vais sentir et puis je vais goûter. Parce que les russules, pour les goûter, il y a texture, on a dit âcre ou douce. C'est une douce. Pas de souci. Donc je vais casser. Donc là, pas de souci, c'est bien texture cassante. Là, je fais pas mal aux champignons. On a vu tout à l'heure là, un excellent comestible, le cèpe de Bordeaux. Bien sûr, on peut faire des rencontres un peu moins gratifiantes. On a des champignons qui sont toxiques et qui peuvent être, avec une consommation importante, en quantité déraisonnable, mortelle. Et on a un champignon ici que je repère là à l'instant, c'est le paxille enroulé. Le paxille enroulé qui est très caractéristique car enroulé sur lui-même au niveau du bord du chapeau. Et ce paxille enroulé qu'on peut retrouver justement dans les jardins, dans nos jardins privés, avec une pruine qui se forme à la base du pied, si on remonte au niveau des lames, est toxique. Il peut être consommé, certains vont dire je le consomme, mais ils vont le consommer peut-être qu'une seule fois. Donc c'est vrai que le but c'est quand même de renouveler les expériences. On le voit pas, non, on le revoit pas. Oh regarde ce qu'on a trouvé ici à côté. Ah bah alors là c'est... Bah oui, j'ai dit peut-être qu'on va en trouver un. Et là en plus il est tout propre celui-là. Il nous attendait, il a dit je fais ma petite toilette avant de vous voir. C'est le phallus impudique, qui est très réputé, qui a fait un petit peu parler de lui ces derniers temps au niveau national. J'ai eu l'occasion de faire sa petite promotion sur France 3 au départ du tour. Et c'est vrai que c'est un champignon qui est particulier parce qu'il a une forme déjà particulière, mais qui peut se consommer donc à l'état jeune, c'est-à-dire quand il est à l'état d'œuf avant sa forme adulte. Et donc on a ici sa forme adulte, mais propre. Il n'y a plus du tout de spores au niveau de l'extrémité, donc tout a été nettoyé par les mouches en vue d'une dispersion donc, de ces fameuses spores. C'est l'organe de dissémination, c'est une forme de futures graines. Et donc ce phallus impudique qui a une odeur très très caractéristique, très désagréable. Attends, je regarde ici, pardon. Et ben voilà, on a ici un œuf. On est en direct, on n'improvise pas. Ici on a un œuf de phallus, très gélatineux, comme une balle de ping-pong mais très mou. Et je vais pouvoir comme ça l'ouvrir. C'est la première fois qu'on va montrer ça parce que on a toujours des formes adultes. Donc c'est très gélatineux, donc je vais peut-être m'en mettre partout. On va bien laver la lame. J'ouvre ici en direct. Voilà. Et on a à l'intérieur, en fait, une belle amande qui va pouvoir être consommée. L'intérieur, on va pouvoir. Et ce qu'on observe sur l'intérieur, ce qui est vert, c'est la future gléba, c'est cette matière gélatineuse qui a une odeur très très puissante. Et donc l'intérieur, ici, cette amande, on va pouvoir la consommer. Et c'est un petit goût de petits pois frais, de radis petits pois frais. Et ça, c'est vrai que c'est remarquable parce qu'on a un champignon qui est extrêmement désagréable à l'état adulte avec une odeur très, très puissante. Mais à l'état jeune, on a un champignon d'une
potentiellement comestibles, mais à l'état, je vous dis, du jeune. Donc là, j'enlève ici et bon, voilà, c'est un délice. Un délice. On peut pratiquement les manger seuls, les champignons, il n'y a pas besoin d'accompagnement. Alors je dis toujours, parce que je collabore beaucoup avec des chefs de cuisine, et on est tous d'accord sur le principe de dire le champignon, c'est un adjuvant à un plat, c'est même un condiment, un petit peu comme le sel, le poivre ou les aromates diverses. Il ne doit pas être en quantité irraisonnée dans l'assiette, on doit respecter donc le produit, donc c'est pas la quantité, c'est la qualité du produit, hein, du recueil. Et j'invite, c'est pour ça que je cueille beaucoup avec de nombreux chefs de cuisine un peu partout en France, pour justement les initier à une cueillette raisonnée, une cueillette locale, et d'éviter d'acheter systématiquement ces champignons sur les étals des marchés, des grands marchés parisiens notamment. Ce phallus impudique, ce satyre puant, voilà, on va le décrocher, hop, voilà. Donc c'est très léger, hein. Bon, une odeur, elle reste encore assez puissante, hein. C'est vraiment un champignon excessivement désagréable au niveau de l'odeur. Mais bon, là, c'est vrai que c'est emblématique. C'est vrai qu'au niveau du bois l'évêque, énormément de phallus. Des fois, on est entouré. Mais c'est à l'odeur, hein, qu'on le repère, hein, de toute manière, avant tout. Mais c'est très rare de trouver l'œuf, hein, parce que l'œuf, ben voilà, il n'y a pas d'odeur. Donc effectivement, et c'est ce qui est comestible. Donc c'est un peu une chance de l'avoir découvert ce matin. Alors voilà, tu retombes sur une belle guillemette, hein, une belle amanite rougissante, Amanita rubescens, donc avec la base de son pied qui est vineux, hein, qui est couleur bordeaux et qui va se colorer en bordeaux. Donc j'ai dit tout à l'heure, on consommera que le chapeau et bien cuit, hein, on va la garder, c'est intéressant. Alors revenons sur le cep de Bordeaux, Jean-Baptiste, si tu veux bien. L'année dernière, tu avais sorti en association avec la brasserie du Cateau une bière aux champignons qui s'appelait, si je me souviens bien, la Mortale. Qu'en est-il de ça ? Alors la Mortale, oui, c'était une bière collaborative, hein, avec la brasserie historique et Grégory Maufroy, le brasseur. Donc on est parti sur une idée un petit peu folle d'associer un champignon macroscopique. Donc c'était un gros champignon, hein, la trompette des morts, associée donc à la levure de bière, hein, qui est un champignon microscopique qui sert à la fermentation. Et donc la Mortale était née donc de cette association avec du houblon et de la trompette des morts, on va dire. Et cette année, on part sur une autre recette avec des champignons à base de champignons, justement à base de cèpe de Bordeaux. Donc on va l'appeler la Bordale ou la Bordale. On choisira l'intonation, hein, donc au niveau du nom. Donc la Bordale, qui est en fait une association donc du cèpe de Bordeaux, donc avec le houblon et avec la levure de bière, et qui va sortir début octobre. D'accord. Il y a des arbres, hein, donc il y a des chênes, il y a les hêtres qui sont... donc il faut toujours regarder en l'air aussi, hein. Il ne faut pas regarder que par terre quand on fait une cueillette. Il faut voir, parce que le champignon est lié à son arbre, hein. Il n'y a pas d'arbre sans champignon et inversement, il n'y a pas de champignon sans arbre. Donc il faut toujours regarder l'espèce donc aussi associée à la botanique, à la mycologie. Donc ce sont deux spécialités qui sont très proches finalement. On a l'occasion là de voir des hêtres et donc ou des charmes. Il y a des hêtres, des charmes, hein, donc, et on regarde en dessous et on a souvent des belles rencontres, pas si étonnantes que ça, parce qu'on sait très bien qu'on va trouver sous certaines espèces d'arbres, on va trouver certaines espèces de champignons. Justement, tiens, tout à l'heure on avait vu un champignon à texture crayeuse, grenue-cassante, on avait vu les russules. Et j'avais dit dans ce groupe de texture grenue-cassante au niveau du pied notamment, il y avait les lactaires, et là on vient de trouver un lactaire. Et tu vas voir d'où vient son nom. C'est si je prends ici ma lame de couteau, va couler, et on va couler un lait, hein, qui peut avoir aussi une saveur très acide, très piquante, très âcre. Donc là, c'est un lactaire. On a quasiment pas de lactaire comestible dans le Nord-Pas-de-Calais, parce que les plus prestigieux, c'est le lactaire sanguin et le lactaire délicieux, qu'on retrouvera dans le sud de la France, hein, en Dordogne, Ardèche, etc. Donc là, on a un lactaire qui porte bien son nom, avec ce lait assez caractéristique et qui est étonnant même pour quand on fait des cueillettes, tout ça, montrer ça aux enfants. Et c'est vrai qu'ils aiment bien, on aime bien montrer, c'est vraiment très pédagogique, hein. Donc les lactaires, avec ce lait qui coule à la cassure. Ouais, celle-là, j'ai un doute, hein. On va pas la prendre, mais je pense que c'est une amanite panthère. Et si elle est panthère, elle n'est pas bonne, hein, par rapport à la golmotte de tout à l'heure,
qui était vineuses. Donc là, il faut... Ok, il y a des petits points, on dirait, dessus. Ouais, puis il y a les stries au niveau de l'anneau. Donc là, il faut être très très prudent. Puis en plus, elle est pleine d'eau, donc on peut vite la confondre. Donc ne pas se précipiter. Alors en mycologie, c'est ce qui est très important, c'est de ne laisser aucun intérêt à ce qui saute aux yeux. C'est-à-dire, on va voir du dessus, on va se jeter. Ah, ça c'est ça. Non, non. C'est toujours beaucoup de prudence, beaucoup de recul par rapport à une cueillette, parce que justement, il y a l'influence du climat, de l'eau, qui peut, s'ils sont gorgés d'eau, ils peuvent changer d'aspect. Donc surtout, la prudence est de mise et ne jamais se précipiter dans l'identification d'une espèce. Il ne faut pas avoir un coup de cœur pour celui-ci qui avait des petites taches comme une panthère. Ouais, au niveau, la manite panthère, hein, qui au niveau de l'anneau, donc a un anneau tout à fait totalement différent de la manite rougissante. Donc il faut être très prudent, ne pas se précipiter et avoir l'œil averti et éclairé, hein, ça c'est sûr. Résidus de champignons. Donc là c'est vrai que c'est une balade très agréable, même si on ne trouve pas forcément un grand nombre d'espèces. C'est vrai que le fait de faire le tour, d'oxygéner, de s'oxygéner, de se balader en pleine nature, c'est vrai que c'est vivifiant. C'est un très bon médicament ça. Toujours avoir avec soi donc un ouvrage qui soit bien complet. Alors par exemple là je viens de trouver une espèce, un petit marasme. Alors elle est ici, elle est en forme d'un petit peu de parachute. Voilà, donc on a ici un petit champignon là qui va pousser sur sur une petite brindille. Donc c'est un marasme. Et ils sont en groupe ? Voilà, là il pousse un petit peu en touffe, hein, mais donc un aspect très très joli. Alors on pourrait, si on regarde un petit peu au niveau des différentes espèces, on pourrait lui donner un nom. Alors je regarde, mais je pense que c'est un marasme rotula, marasme petite roue, hein, qu'on a dans les mains là. Alors tu disais, là on voit le dessous, c'est sur une brindille, mais quand on voit le champignon, en fait on voit quelle partie ? Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous d'intéressant ? Ça c'est intéressant de le signaler. Ce qu'on va observer à l'extérieur, c'est le sporophore, hein, ce qui porte les spores et qui va permettre la dissémination et la reproduction du champignon. Le vrai champignon proprement dit, il est dans le sol, hein, c'est le mycélium, donc il est dans le sol et il va se lier ou pas à des racines d'arbres par exemple, et chacun y trouve son compte, hein, il y a un échange de nutriments notamment, et donc lors d'une cueillette, comment faut-il cueillir un champignon ? Il ne faut pas faire de trou avec une lame, avec une pelle, hein, donc il faut juste couper à la base. Des fois il faut prendre l'entièreté du champignon pour bien repérer si à la base du pied il n'y a pas des éléments de diagnostic. Ce qu'il faut, c'est surtout pas creuser et retourner le terrain, hein. Donc malheureusement l'impact de l'homme joue un grand rôle sur la pérennité des champignons, parce que de retourner un terrain, déforester, la déforestation c'est critique, hein, donc, et puis les métaux lourds, les toxiques que l'on peut retrouver, les pesticides, tout ça joue malheureusement sur l'avenir du champignon. Alors donc tu viens de ramasser un... Alors je viens de ramasser tout ça, voilà. Je la mets de côté parce que j'ai pas l'espèce, donc c'est une russule, mais je n'ai pas le nom de l'espèce, donc je vais faire quelques photos et je vais l'envoyer sur le site du forum de la SMNF, et il y aura un partage, un échange, parce qu'il y a des spécialistes des russules à la SMNF, donc ils vont se faire un plaisir de m'identifier cette espèce. Des fois il ne faut pas aller très très loin. On pense toujours qu'il faut s'enfoncer dans la forêt pour avoir les plus belles espèces, mais des fois, juste au bord des parkings, et c'est souvent là où on fait les plus belles retrouvailles. Bien sûr, on évitera de cueillir au bord des routes, hein, parce que c'est vrai que des routes fréquentées, parce que justement, avec les métaux lourds, la pollution, etc., on évitera des... Parce que le champignon, proprement dit, hein, vraiment le champignon que l'on voit à l'extérieur, concentre tout ce qui est radioactivité, métaux lourds, pesticides. C'est une éponge, hein. Donc c'est pour ça la consommation elle doit être raisonnable, parce que si on cumule à l'intérieur de soi, hein, des métaux lourds et la radioactivité, on peut avoir des problèmes de santé. Alors ici, Jean-Baptiste, on change totalement de décor. Ouais, on passe donc du feuillu au résineux. Alors on peut regarder, c'est magnifique, hein, c'est des sapins à perte de vue. Donc une atmosphère complètement différente, donc des champignons
qui sont peut-être certes ubiquitaires, donc qui vont pousser feuillus résineux, mais il y a des champignons qui vont pousser exclusivement sous résineux. Donc on aura peut-être un peu de chance, c'est vrai que ça paraît un peu pauvre là, mais on aura peut-être un peu de chance de trouver des choses intéressantes. Regarde ici, on a un champignon assez remarquable par sa couleur, un jaune orangé donc très vif. Alors on va regarder parce qu'on pense tout de suite à la fameuse girole, mais malheureusement ici on en a très peu, donc je pense qu'on se contentera de la fausse girole qui est en fait des vraies lames. La girole elle se déplie, mais Hygrophorhopsis aurantiaca, c'est son nom de latin, peut être consommé. C'est moins prestigieux que la girole, hein, mais on peut quand même avoir, regarde, il y en a encore un bel exemplaire à côté, très grand. Voilà, donc mais bon, un petit peu entamé, il y a un nid, hein. Il y a des nids en dessous. Regarde ça, oh là là. Ouais, c'est beau, hein, tout ça. Ça, on va les prendre parce que ça, c'est assez remarquable, c'est très joli en fait. C'est un jaune orangé, donc la fausse girole. La vraie, on pourrait la trouver, mais elle se fait rare, hein. Mais il y en a quand même ici au Flaquet. Ah bah regarde ici, on n'a pas que des champignons, on a une petite herbacée très classique, très réputée ici dans nos forêts. Alors ça ressemble à un trèfle, hein. Un trèfle à 3 ou 4 feuilles, ça dépend. Mais donc c'est l'oxalis, Oxalis petite oseille, qui peut s'utiliser en cuisine, hein. Elle a un petit goût citronné qui relève le plat. Et donc on peut toujours en prendre, si on fait une petite poêlée aux champignons, on peut rajouter quelques feuilles d'oxalis. Donc c'est pas du trèfle, hein, c'est vraiment une petite plante typique des sous-bois et qui s'utilise en cuisine, beaucoup par les chefs de cuisine actuellement. C'est assez tendance, l'oxalis. Encore un champignon classique des sous-bois de résineux et des souches, c'est l'Ipholum, hein, l'Ipholum en touffe, qui est pas bon comestible, hein. C'est un toxique, hein, qui peut se confondre donc avec d'autres champignons qui sont sur des souches. Donc celui-là on le mettra de côté. Donc l'Ipholum en touffe, assez classique sur le secteur, hein. On a une des Megacolibia platyphylla, une espèce aussi très remarquable des sous-bois de résineux ici, sans intérêt culinaire, mais voilà, elles peuvent prendre des tailles assez importantes. Donc la Megacolibia, c'est une colibie de grande taille. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est au moment de cette cueillette de champignons, c'est qu'on rencontre aussi d'autres êtres vivants, hein. Ouais, on voit des limaces, des batraciens, on peut observer aussi des petits insectes tels que les bousiers. Donc c'est vrai que ça fait son charme, c'est un ensemble de rencontres qui fait que cette sortie de champignons n'est pas que une simple cueillette, mais aussi une rencontre nature, hein, donc de notre environnement, notre richesse et de notre riche environnement. Alors, ce qu'il faut aussi en forêt, hein, surtout quand on emmène du monde, c'est se repérer. Alors maintenant, on a la chance d'avoir des téléphones GPS, avec des GPS, parce qu'on peut vite se perdre en forêt, comme il n'y a pas de chemin, comme c'est pas balisé, tous les arbres se ressemblent, et puis on avance, ah je trouve ça, donc on avance, on s'enfonce dans la forêt et on se perd. Et là, on est perdu là. Voilà, regarde, on a un bel exemplaire ici de Dipholum en touffe, donc un champignon qui n'est pas comestible, hein, qui est toxique même, et puis on a une belle limace, hein, mais bon, elle est cachée. Donc voilà, cette symbiose entre les êtres vivants, donc champignon très remarquable, très joli à regarder, mais pas intéressant au niveau culinaire, hein, je précise. Alors là, on a une nouvelle espèce, tu vois, ici c'est un nouveau genre que l'on n'avait pas encore abordé, c'est un tricolum, avec des lames libres, voilà, on voit des lames jaunes et un chapeau très caractéristique, le Tricolum rutilans. Hein, donc très joli champignon, bordeaux jaune. Donc c'est vraiment une explosion des fois de couleurs, des associations de couleurs très intéressantes. Et puis c'est vrai que c'est agréable à regarder, hein, c'est vrai que c'est tellement nature. Donc le Tricolum rutilans. Alors nous arrivons au terme de cette belle promenade. Jean-Baptiste, merci pour tes précieux conseils. C'était très riche et nourrissant dans les deux sens du terme. Donc je vais te laisser conclure, peut-être avec quelques infos. Voilà, donc l'info principale, c'est bien sûr la rencontre mycologique régionale le 24 et 25 octobre au Théâtre René-le-Dieu, avec une belle cueillette organisée le dimanche matin, à partir de 9h30, donc
ici à l'étang du Flaquet. Donc là, c'est l'événement à ne pas rater au niveau local et régional. Donc là, il y aura une trentaine de mycologues qui vous accueilleront. Et donc, n'hésitez pas à ramener vos cueillettes aussi, les cueillettes privées que vous avez dans vos jardins. Et vous verrez qu'il y aura aussi d'autres animations, des ateliers pour les enfants. Donc, ouvert à tous, toute la famille est intéressée. Pour toute information complémentaire sur le site internet de la Société mycologique du Nord de la France, donc www.smnf.fr. Et aussi une actualité aussi un peu plus gastronomique, c'est la sortie de la bière au cep de Bordeaux, donc début octobre, donc à la brasserie historique du Cateau. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre fidélité, à bientôt pour un prochain magazine. Alors, c'est reparti. Alors, une question, Jean-Baptiste. Est-ce que la Lune joue sur la... Je m'attendais pas à ça. Bon, alors je dis autre chose. Ouais, tu pensais à un truc, je dis si on trouve un phallus, on est mal. Parce que si on parle de lune et du phallus, on n'est pas trop mal. Alors, on y va. Alors, Bon, alors attends. 3 à 4. Le plongée, ça va vraiment pas dire. Je vais faire un tour dans l'eau. Ouais. Bon, alors Jean-Baptiste, est-ce que les champignons poussent du jour en... Ah non, je suis bien. Est-ce que ça gratte? Sinon, il a le cerveau Me dis pas si ça gratte aussi, parce que c'est pas les mêmes.